Ok. Bonjour à tous. Bienvenue à la Maison du Bitcoin. Juste pour savoir qui sont des gens qui sont déjà habitués des lieux, qui est déjà venu ici. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Donc déjà, bonjour aux anciens, bonjour aux nouveaux. Je m'appelle Roman Beyon-Grattaroli. Je suis responsable des opérations donc à la Maison du Bitcoin, qui est l'espace physique de CoinHouse. CoinHouse, donc c'est une société qui cherche en fait à adresser tous les besoins en termes d'investissement autour des cryptoactifs. On propose de l'éducation, on propose des services de sécurisation et tout un accompagnement par rapport aux investissements dans les cryptoactifs. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu spécial. Vous avez peut-être l'habitude des formations du jeudi, de Manuel, David ou moi, mais on a décidé de faire un cycle de 5-6 conférences, peut-être plus, on verra, sur des focus, des choses un petit peu plus précises dans l'univers des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, c'est la première. Voilà, je suis ravi d'être là. Ça va être des formats un petit peu plus courts, de l'ordre de 45-50 minutes. Et aujourd'hui, on va parler des ICO. Et donc, je vous annonce aussi, pour mardi prochain, vous serez avec... comment ? Mercredi, excusez-moi. Mercredi prochain, vous serez avec David Justici qui vous parlera du Lightning Network, si ça vous intéresse. Donc, je ne sais pas s'il y a des pros, je ne sais pas s'il y a des techs. Je vais vraiment faire quelque chose d'assez pédagogique. Okay, donc, je vais peut-être faire des raccourcis, donc j'espère que vous m'en excuserez pour les plus technophiles d'entre vous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à passer 10-15 minutes ensemble, maximum, Bitcoin. Qui a déjà des bonnes connaissances sur le Bitcoin? Qui sait comment ça fonctionne? Ok, c'est déjà pas mal. L'histoire du Bitcoin, c'est qu'un jour, Satoshi Nakamoto, donc le créateur du Bitcoin, le mystérieux créateur du Bitcoin, a réussi à créer un système d'échange de valeurs qui soit totalement décentralisé. Ce que je veux dire par décentralisé, c'est que Bitcoin, ça appartient ni à une personne, ni à une entreprise, ni à une banque centrale. C'est juste géré en fait par un algorithme informatique qui est répliqué sur des milliers de machines à travers le monde. Et ça a permis quoi? Ça a permis un truc d'extrêmement intéressant. C'est le fait de pouvoir créer un objet numérique sur Internet qui soit induplicable, qu'on puisse se transférer de pair à pair de façon totalement sécurisée. Avant, quand on se envoyait une musique, une photo, on pouvait très bien la répliquer, la copier. Et avec la technologie blockchain, avec la cryptographie asymétrique, on a réussi à créer un système. Vraiment, on peut représenter un objet numérique induplicable sur Internet. Vraiment, ça donnait représenté sous la forme d'un token sur la blockchain. Il y a des projets de monnaie locale qui ont été développés, par exemple, il y a des smart contracts sur Ethereum, sur la plateforme Ethereum. On a aussi des idées de représentation de titres financiers, d'actions, d'obligations via la technologie blockchain. On peut vraiment parler du début de ce qu'on appelle une token économie, la capacité de représenter sur Internet n'importe quel objet de façon extrêmement sécurisée, transparente et industrielle. Et ça donnait surtout l'idée à des entrepreneurs, à des startups, de trouver de nouvelles méthodes de lever des de générer de l'argent pour leurs projets, pour remplacer un petit peu les méthodes classiques de capital risque, de levée de fonds, ou même ce qu'on appelle les IPO, Initial Public Offering. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ICO? C'est tout simplement une méthode de levée de fonds où les startups, les sociétés vont utiliser une émission d'actifs numériques, donc de tokens, via une blockchain, et en les échangeant, les investisseurs en fait, vont payer en Bitcoin ou en Ethereum ces tokens, et ils vont se financer comme ça. Et donc ça, c'est vraiment une innovation majeure dans l'écosystème blockchain et des crypto-monnaies. Et donc ici, vous allez voir, c'est extrêmement impressionnant. Vous allez voir à gauche le nombre de projets à travers le temps qui est développé sur la base de ce type de levée de fonds. Vous voyez, chaque cercle représente une entreprise. Plus il est gros, plus il va représenter un montant levé important. Et en bleu, vous voyez les projets européens. Et là, vous voyez qu'en 2017, ça explose littéralement. Ça explose. Et l'Europe et la France n'ont pas à rougir. Il y a de plus en plus de projets, de plus en plus d'innovations. C'est intéressant pour la France parce que ça crée vraiment des emplois à haute valeur ajoutée et ça peut vraiment nous faire en sorte leur utilité, la façon dont ils sont structurés pour vous continuer à expliquer.
Le premier type de token, c'est ce qu'on appelle des utility tokens. Et ces utility tokens vont vous donner en fait un droit d'usage dans le futur service qui sera développé par la startup. Je vais vous donner un exemple qui permettra peut-être d'illustrer mon propos. Aujourd'hui, si vous voulez stocker de la donnée sur le cloud, sur Internet, eh ben vous avez recours à des entreprises comme iCloud, comme Google Drive, qui vont vous prêter de l'espace disque sur leur serveur en échange de rémunération. Moi, ça me pose un petit problème. Ça me pose un petit problème dans un premier temps en termes de sécurité. Qu'est-ce qui se passe si les trois sites de données sur vos données, sur vos fichiers? Ben, ça permettrait, à vous madame, encore à vous monsieur, et je vous rémunérerai en un token qui s'appellerait le Storj. Et donc, cette startup qui crée ce service a fait une ICO, a proposé aux investisseurs d'acquérir en avance de phase des Storj. Et que peuvent faire du coup ces investisseurs possesseurs de Storj? Soit de ou utiliser le service quand il sera viable, donc de pouvoir emprunter de l'espace disque et stocker leurs fichiers chez les utilisateurs, ou alors de revendre ces tokens sur les exchanges, sur les marchés, en effectuant une plus-value si une demande très forte pour le service. Il y a un truc qui est important de dire, c'est que la valeur du token utilitaire, la valeur du token d'utilisation, elle est intimement liée au fait que les utilisateurs aient envie d'utiliser ce service. Plus il y aura de demande pour le token, pour l'utilisation du service, plus le prix du token va s'apprécier avec la loi de l'offre et de la demande. Vous voyez, un premier type de token s'appelle le utility token. Le deuxième, c'est ce qu'on va appeler un security token, qui va être foncièrement différent, parce qu'il va pouvoir représenter n'importe quel actif avec un sous-jacent. On va pouvoir par exemple représenter sous la forme d'un token, donc un actif numérique sur la blockchain, des actions, des obligations. Et ces actions vont peut-être pouvoir donner lieu à des dividendes, à un pouvoir de vote. On va pouvoir également représenter des actifs tangibles, comme peut-être, je ne sais pas, un ETF sur l'or ou sur l'argent, ou alors des parts d'un immeuble, tout simplement. Et donc ça ouvre vraiment la porte à un tout nouveau type d'économie. La possibilité de pouvoir s'échanger librement, de façon très sécurisée, des actifs comme des actifs financiers classiques aujourd'hui. Mais tout ceci, il y a une régulation. Il y a une régulation qui est en train d'être construite. On dit souvent que 2018, ça va être l'année de la régulation, en France, en Europe, et surtout aux États-Unis, qui sont assez actifs sur le sujet. Et notamment, la régulation, elle est très importante sur comment différencier un utility token et un security token. Parce qu'en fonction des caractéristiques du token, la régulation qui va s'appliquer va être extrêmement différente. Vous avez deux questions à vous poser, et c'est ce qu'on appelle le OA test. Première question à vous poser, c'est est-ce que quand vous investissez dans le token, il y a une attente de bénéfices financiers? Si on prend le cas du security token, l'attente à la base, quand on achète le token, c'est de pouvoir utiliser le futur service, et non pas le gain financier. Par contre, quand vous investissez dans un security token, par exemple, je ne sais pas, sur une action représentée sous forme d'un token, vous attendez qu'elle fasse de faire une plus-value, vous attendez de gagner des dividendes. Déjà, un point. Deuxième point, c'est est-ce que l'investissement se fait dans une entreprise dite classique? On reprend le cas de Storj. Quand vous investissez dans Storj, vous investissez dans un système qui est open source, décentralisé, qui ne ressemble pas vraiment à une structure classique d'entreprise. Et ces deux points vont permettre de différencier si c'est un utility token ou un security token. Seulement, la SEC a dernièrement parlé de quelque chose qui s'appelle Substance over Form. Parce qu'ils se sont rendus compte que les investisseurs qui investissaient dans des utility tokens, finalement, 99% d'entre eux se fichaient pas mal de pouvoir utiliser le service qui sera peut-être disponible dans 3 ou 4 ans. Ce qu'ils voulaient, c'était qu'à partir du moment où ce token arrive sur les marchés d'échange, de pouvoir réaliser une plus-value. Et que donc, on ne pouvait pas vraiment considérer ces tokens comme des utility tokens. Et le problème avec cette deuxième type de token, les security tokens, c'est qu'ils sont soumis, en tout cas aux États-Unis, à ce qu'on appelle la SEC Securities Regulation. Et c'est assez compliqué, assez borné. Pourquoi? Parce que si vous voulez investir dans ces security tokens, il faut être ce qu'on appelle un accredited investor. Les accredited investors, ça va être des investisseurs qui remplissent certaines conditions particulières, du style avoir plus d'1 million
de revenus nets par an, ou alors certaines caractéristiques financières assez restrictives. Également, pour les security tokens, vous ne pouvez pas, si vous êtes un exchange, pouvoir lister ce token si vous n'êtes pas accrédité. Donc ça pose pas mal de problèmes au niveau de la liquidité et au niveau du type d'investisseur. Maintenant, vous allez me dire, ok, maintenant il y a ce nouveau type de levée de fonds, les ICO, différents types de tokens, mais quels avantages ça apporte par rapport à un système plus classique de levée de fonds, du style un tour de table en capital risque ou alors une IPO? La première chose, c'est que ça permet de financer un projet tout au début, en early stage. Et ça, c'est important de faire la différence, parce que quand vous êtes une entreprise, quand vous voulez faire une IPO, donc Initial Public Offering, quand vous arrivez sur le marché primaire en bourse, vous devez à la base être une entreprise qui est très développée, avec plusieurs centaines de salariés, qui fait déjà des bénéfices. Enfin, vraiment un stade d'avancement totalement différent. L'ICO, c'est le contraire. C'est un peu comme le crowdfunding. Vous dites, j'ai un projet, il est super, voilà ce que je compte faire, financez-moi et en échange, je vous fournirai ou un droit d'utilité ou alors un retour sur investissement. Deuxième avantage, c'est la capacité de s'échanger à pair les tokens. Quand vous avez des actions, des obligations, il faut passer par des plateformes spécialisées pour pouvoir se les échanger. Si j'ai des tokens et que j'ai un portefeuille, vous avez un portefeuille, on peut très facilement se les échanger de pair à pair et on détient vraiment de la valeur. Troisième chose, ça permet de s'adresser à une nouvelle catégorie d'investisseurs. Qui a déjà investi en bourse près de vous? Ok, d'accord. Qui a participé à une IPO, c'est-à-dire intégration sur le marché primaire et j'investis plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, une personne. C'est pas facile parce que c'est réservé quand même à un type d'investisseur assez institutionnel, connaisseur et avec des moyens conséquents. L'idée, c'est qu'on peut investir juste une dizaine d'euros, quelques dizaines d'euros dans une ICO. C'est relativement simple, accessible à tous et ça permet de casser vraiment les barrières entre les capital risqueurs et les investisseurs, les porteurs un peu plus lambda. Maintenant, il y a des avantages, mais il y a aussi des risques. Qui sait ce que c'est qu'un exit scam? D'accord, je vais le préciser alors. Un exit scam, c'est quand vous avez un porteur de projet ICO qui dit « Regardez, j'ai un superbe projet, donnez-moi des bitcoins, donnez-moi des Ethers pour me financer. » Et qu'à la fin, il se tire littéralement avec la caisse. Et des fois, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc vous avez ce risque de perte totale des fonds. Vous avez aussi assez peu d'incitation économique post-ICO. Je m'explique. Quand vous êtes un porteur de projet ICO, vous avez toute une équipe et vous avez vraiment intérêt à bosser comme des malades, à communiquer comme des malades et à promettre des choses dingues pour que les montants levés lors de l'ICO soient conséquents. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est fini, tout ça, vous vous retrouvez avec des dizaines, des centaines de millions d'euros dont vous pouvez disposer de la façon dont vous voulez et vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, si vous êtes vraiment motivé, travailler la réalisation de votre projet. Il n'y a pas d'incitation économique, il n'y a pas d'obligation pour eux, en tout cas, de contrat qui les oblige à réaliser leur projet et à suivre leur roadmap. Ça, c'est un problème. Et la dernière chose, c'est une gouvernance limitée pour la gestion de projet. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous avez financé un projet, vous n'avez pas vraiment de droit de regard ou de droit de décision par rapport aux projets qui vont être menés. Imaginons qu'on vous a promis une roadmap magnifique avec la réalisation de tels projets, avec des dates. Et si ce n'est pas réalisé, si ça ne se réalise pas, vous n'avez pas de pouvoir pour les inciter à faire mieux ou alors pour leur donner des directives. Ça pose pas mal de problèmes. Mais Vitalik Buterin, qui est le créateur d'Ethereum, a présenté quelque chose qui s'appelle la DAICO. Ça s'appelle Decentralized Autonomous Initial Coin Offering. Je vais mettre une petite vidéo, vous allez voir, c'est très américain. Qui parle bien anglais quand même? Ok, d'accord. Bon, je vous expliquerai après, mais vous allez voir, la vidéo est assez dingue, mais ça permet de voir pas mal comment est-ce qu'on pourrait régler les problèmes que j'ai énoncés juste avant. Everyone wants to scam. Already scammed. And you didn't notice. Politicians are lying to you, promising a better life. They will commit any sorts of crimes or fraud in order to seize power. Once obtained, they forget about you, caring just about themselves. Internet is full of scammers. They launch ICOs, each declaring itself an innovative technology. A killing website where white paper is sold. Team members' photos are taken from Google, and renowned advisors are not aware of participating in the project. The sole goal of the organizers is to collect money from contributors and misdealers. Now,
rules of the game have changed. February 2018, the creator of the theory, Natalie Buterin, proposes a revolutionary concept called the ICO, which will squeeze the life out of scams. It combines the best elements of ICO and DAO, decentralized autonomous organization, and is entirely controlled by the smart contract. In the ICO, participants vote for or against an established budget increase, or any sole write-offs by a developing team. Participants may also vote for a refund of the remaining contributed money if the team fails to implement the project. The world's first, the ICO is the Abyss. Voilà. Très américain, comme je vous l'ai dit. Donc, l'idée, en fait, de la DAICO, c'est de vraiment redonner le pouvoir aux investisseurs en post-sale, donc après l'ICO. Comment? En 3 points. Dans un premier temps, ils vont recevoir des tokens spéciaux, des tokens spécifiques, qui vont pouvoir leur donner un pouvoir de décision sur les projets. C'est-à-dire que les porteurs de projets vont proposer plusieurs décisions, plusieurs types de projets, et eux vont pouvoir voter avec leurs tokens. Ça ne se réalisera pas sinon. La deuxième chose, et je trouve le truc le plus intéressant, c'est que les investisseurs, ceux qui ont les tokens, vont pouvoir déterminer le montant en Ether que les développeurs, les porteurs de projets vont pouvoir dépenser avec ce qu'on appelle un robinet. C'est-à-dire qu'en fonction de la réalisation de la roadmap, en fonction du sérieux du porteur de projet ICO, ils vont pouvoir décider d'attribuer plus ou moins d'Ether par minute, par mois, par semaine, en fonction de leur réalisation. Et surtout, un truc très important aussi, c'est que les porteurs de tokens, ceux qui ont les tokens, vont avoir la possibilité de dissoudre littéralement le projet, s'il y a une majorité, en cas de non-respect du projet. Comment ça se passe? Il y a un vote. Si la majorité, c'est-à-dire 51% des porteurs de tokens sont d'accord pour dissoudre le projet, alors tous les Ethereum restants de l'ICO vont être redonnés au prorata à tous les investisseurs. Et ça donne vraiment du pouvoir, pour moi, aux investisseurs qui ont déjà un pouvoir décisionnel pour les projets, le pouvoir de décider le budget alloué aux développeurs et surtout le pouvoir de dire stop, on arrête, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, je voudrais parler d'un dernier truc, c'est un point d'exclusivité. Aujourd'hui, on l'a annoncé à la presse. C'est qu'on lance en fait un tout nouveau partenariat avec Blockchain Partner. Blockchain Partner, c'est une société qui assiste les ICO d'un point de vue juridique, technique et stratégique. Et ben nous, ce qu'on aura proposé de faire, c'est de résoudre le problème économique et financier des porteurs de projets et des investisseurs. Ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que beaucoup de porteurs de projets ICO avaient des problèmes avec ce qu'on appelle le KYC. KYC, c'est la possibilité d'identifier vos clients, de savoir qui ils sont et surtout de vous protéger, de ne pas faire en sorte de pouvoir financer un réseau de fraude, de terrorisme, etc. Et nous, c'est vraiment une de nos compétences à CoinHouse. On a un service qui est là pour ça et on souhaite en fait accompagner les porteurs de projets ICO sur ces notions de KYC. On souhaite aussi pouvoir accompagner les investisseurs institutionnels, les family office, les hedge funds ou les gros porteurs à pouvoir investir dans ce type de projet en leur permettant une conversion euro vers crypto, vers token. Et aussi, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un service custodian, c'est-à-dire un service de stockage de vos crypto-monnaies dans nos services ultra sécurisés. Ceci conclut mon introduction. J'espère que ça va aller, j'espère que ce n'était pas trop technique. Et maintenant, on va pouvoir discuter ensemble, on va pouvoir se poser des questions. Voilà, merci beaucoup. J'ai une question par rapport à votre dernier service. Oui. L'accompagnement aux ICO. Vous proposez un service de stockage de crypto-monnaies qu'on développe, qu'on lance en tant que nouveau projet, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ça va être un service multisignature. L'idée du multisignature, c'est de pouvoir faire en sorte que ni vous tout seul, ni nous tout seuls, nous puissions récupérer les fonds. Seulement si nous deux sommes d'accord en signant avec notre portefeuille Bitcoin l'autorisation de sortie des fonds, peut en fait autoriser une transaction sortante. Et donc ça nous permet vous d'avoir une confiance en nous et puis vos fonds, vous n'avez pas la garantie, vous seul, d'en conserver la sécurité. Donc c'est une sorte d'ICO, sauf que... Non, c'est un service de stockage. Un service de stockage. Comme si vous aviez un coffre à la banque où vous mettiez tous vos objets personnels et où il faille 2 clés en fait pour faire sortir les objets.
Mais il y a trois parties, non? Il y a donc le porteur du projet, il y a vous et il y a les investisseurs. Donc les investisseurs sont un peu protégés par vous, Oui, n'est-ce pas? c'est ça. Donc vous allez débloquer les fonds seulement si, Si nous le demande. vous êtes d'accord. Mais pas les investisseurs. En gros, est-ce qu'il y a une multi-signature avec les investisseurs? Juste avec l'investisseur. Ok, d'accord. Et vous les stockez? Nous, on les stocke, c'est ça exactement. Mais vous quand même faites partie des voteurs, enfin des décideurs qui... En fait, ça n'a pas de rapport avec le projet. C'est juste, imaginons que vous avez des bitcoins, des ethers ou des tokens. Vous n'avez pas envie de les conserver chez vous parce qu'il y a D'accord, ok. il y a un risque, quoi. Mais voilà, c'est juste un service de stockage, exactement. Monsieur. Il y a un truc que j'arrive pas bien à piger en fait. Ouais, Je suis pas expert technique, mais pas de problème, on est là pour ça. la question du mining. Ouais. En fait, quand on va sortir un nouveau token, j'arrive pas à avoir une réponse claire. Ou est-ce qu'il faut mettre en place des mécanismes? Est-ce qu'il faut permettre le mining? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir du mining sur ce token? Ou est-ce qu'on peut s'en passer? Si oui, comment on s'en passe? Est-ce que ça dépend si on est sur Bitcoin ou Ethereum? Oui. Alors, la plupart aujourd'hui des ICO sont développés sur Ethereum. Ok, Ethereum, c'est une plateforme de développement de smart contracts, c'est-à-dire du code informatique qui va s'exécuter sur cette plateforme de façon totalement automatisée, sécurisée par la blockchain. L'intérêt d'Ethereum, c'est qu'il va vraiment pouvoir faciliter la création de tokens. C'est très très simple de créer un token sur Ethereum, quelques lignes de code, quelques caractéristiques, et on pourra émettre un certain nombre de tokens. Le minage va être garanti par le proof of work d'Ethereum, par la sécurité même d'Ethereum. Mais il faut miner, il faut quand même qu'il y ait des gars qui minent. Il y a des mecs qui minent sur Ethereum et ça permet de garantir la sécurité de tous les tokens qui sont échangeables sur Ethereum. Il y a récompensé, c'est qu'il y a une partie mine. Ouais, mais ils sont récompensés en Ether, en nouveaux Ethers. En Ether. Ouais, il y a une création monétaire de, je sais Pas plus, avec le token. pas avec le token, avec de l'Ether. Avec l'Ether. Exactement, en effet. Et comment on s'assure qu'ils minent bien pour votre. Enfin, là où je sais pas, ils minent pour de l'Ether ou ils minent pour votre token ou enfin, comment on fait? Il y a une incitation économique. En fait, à chaque fois en fait, que je vais vous envoyer un token, je vais devoir dépenser une petite partie d'Ether, qu'on appelle du gas. Okay, et donc, voilà, la sécurité des tokens développés sur Ethereum va dépendre en fait de la sécurité du réseau Ethereum, qui est garantie par tous les mineurs sur Ethereum, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous soucier en fait du minage quand vous êtes sur un token Ethereum, parce que c'est tous les mineurs de la plateforme Ethereum qui vont garantir la sécurité. Ouais. Monsieur? Un utility token, Oui. au niveau de la régulation, ils veulent se baser, tu disais qu'un utility, security. Oui. Un utility peut devenir un security si on veut. C'est bancal, c'est que sur l'un ou sur l'autre. Parce qu'à partir du moment où on veut plus se servir de ce token, on peut le transformer en security. Comment ça le transformer en sécurité? En fait, l'idée, pourquoi il l'appelle l'utility, c'est parce que quand le porteur de projet le vend, eh ben, c'est à la base une promesse de l'utilisation sur un service futur. Donc, c'est pas forcément, ça représente pas un sous-jacent, ça représente une utilité. Mais ce que je disais tout à l'heure d'important, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent le substance over form. L'utilisation dont est faite de ce token par les investisseurs n'est pas vraiment l'utilisation dans le service, mais c'est plus à visée d'investissement et de plus-value. Est-ce qu'on peut comparer avec du crowdfunding où Oui. l'utility token c'est un don contre un service et le security token c'est par exemple un prêt qu'on fait sur une plateforme de crowdlending? Alors, le crowdfunding, l'idée du crowdfunding, c'est de dire, ok, j'ai un super projet, je veux créer ou un service ou créer un produit, voilà, financez-moi. Jusque-là c'est pareil. Jusque-là, c'est pareil. Le problème, c'est que, la différence, c'est que pour le utility token, le token va vraiment être intrinsèquement lié à la plateforme. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, pour Storj, pour utiliser la plateforme Storj, il va falloir utiliser intrinsèquement le token Storj. Et il y a sur une plateforme de crowdfunding aussi où on n'a pas la sécurité qu'apporte la blockchain avec l'automatisation des process. Sur la détention de qui détient, par exemple, je sais pas moi, il y a une marque de sac qui se lance. Ouais. Mais là, on est sur un produit matériel. On peut pas. Ouais. Du coup, contre ce bon que vous avez droit à un sac à la fin quand on a lancé les sacs. Ouais. etc. Ouais. Après, j'imagine qu'on peut changer le token contre le sac. Ça pourrait très bien fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Après, le truc, c'est qu'on repart sur
comment est-ce qu'on peut garantir l'honnêteté du porteur de projet? Parce que on a le même problème dans les deux cas. Parce que c'est le Storm Exit, je ne sais plus comment tu l'appelles. Exit Scan. Exit Scan, voilà. Ouais. Ça pourrait fonctionner, en effet, ça pourrait être... Simplement qu'on a la garantie en plus que, ce token-là, il est sécurisé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Monsieur? Une question, le blockchain, l'un des atouts, c'est vraiment la centralisation du pouvoir Oui. sur les banques. Oui. Et est-ce qu'à travers le système que vous offrez, c'est-à-dire le stockage des données avec un pouvoir de libérer des fonds ou pas, est-ce qu'on ça ne fait pas retomber dans un système plus conventionnel où il y a quand même le pouvoir centralisé? Si, peut-être. Peut-être. Mais pour moi, en tout cas, le but des crypto-monnaies, du Bitcoin, c'est pas de remplacer totalement le système bancaire. On a un système bancaire qui aujourd'hui en France, je trouve, marche plutôt pas trop mal. On a des cartes bleues, on a la possibilité de faire des emprunts qui nous permettent de financer nos projets. Et aussi, pour des personnes un peu moins responsables de leurs fonds, la possibilité d'annuler les transactions, la possibilité, si on a perdu son code d'accès en banque en ligne, d'appeler quelqu'un. Aujourd'hui, si on revenait sur une économie full Bitcoin, c'est-à-dire que tout le monde se baladerait avec un portefeuille, avec des dizaines de milliers d'euros dessus, et ça reviendrait vraiment comme au Moyen-Âge où tout le monde se baladait avec des écus d'or. Vous imaginez le bordel. Avec le Bitcoin, on ne peut pas faire d'emprunt. Donc il y a pas mal de problématiques en fait qui ne peuvent pas être réglées par le Bitcoin. Aujourd'hui, je pense vraiment que d'ici quelques années, en tout cas, on aura un système bancaire et financier qui sera en tout cas complété par les cryptoactifs, notamment par le Bitcoin, et qui nous permettra d'être un peu détaché de celui-ci. Mais il faut aujourd'hui, même s'il faut responsabiliser les gens, c'est pas forcément facile d'être à l'aise avec le fait de conserver des dizaines, des centaines de milliers d'euros et d'être totalement responsable de ça. Voilà pourquoi on propose ça aujourd'hui. Oui. Tout à l'heure, tu disais que 2018, c'était l'année de la régulation. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un standard de régulation pour les ICO qui est mis en place? Alors, on voit plein de trucs, on voit vraiment plein de choses. En France et à Paris notamment, c'est hyper intéressant. Peut-être que vous avez entendu, c'est Bruno Le Maire qui s'exprimait à ce sujet-là. Il veut créer un espèce de passeport ICO. Il veut permettre en fait de créer un environnement assez sain et donc de pouvoir faire en sorte, quand on fait une ICO, d'aller voir l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et de leur dire, ok, donnez-moi ce passeport, ce visa ICO, qui va permettre en fait aux investisseurs de s'assurer que d'un côté, ils ont affaire à des gens de confiance. Ce visa, il n'est pas obligatoire, on peut très bien ne pas le faire, mais en tout cas, ça vous permet à vous, investisseurs, de pouvoir avoir confiance dans certains projets. Et ce visa, il devrait être accessible d'ici quelques mois normalement, ce qui devrait vous permettre d'identifier les acteurs quand même plus ou moins de confiance. Du coup, on revient à une centralisation assez forte. Non, parce que les ICO ne sont pas interdits. Il dit juste, si vous voulez le tampon de l'AMF pour que les investisseurs puissent vous faire confiance, alors pas de problème. Mais ils n'ont pas du tout interdit. Si vous voulez dire non, je m'en fous du visa, je fais quand même mon projet et je suis sérieux et je le prouverai parce que, avec notamment ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec la DICO, pas de problème. Mais il y a besoin aujourd'hui de créer de la confiance entre les investisseurs et les porteurs de projets. C'est un peu la jungle aujourd'hui. Et une régulation, c'est pas forcément négatif. Ça peut être une régulation qui va permettre aux institutions financières d'avoir confiance dans les porteurs de projets, aux investisseurs d'avoir confiance dans les acteurs de l'écosystème blockchain et de favoriser l'innovation de façon totalement saine. Je suis pas du tout contre, on n'est pas du tout ici contre un agrément qui nous permettrait à nous, acteurs, d'évoluer en situation de confiance avec tout le monde. Du coup, la DICO, elle a un statut légal, elle est un statut statutaire. C'est tout nouveau. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule ICO. Je vous avoue que j'ai trouvé l'information il y a quelques jours, mais j'ai pensé que c'était super intéressant de vous en parler parce qu'on arrive vraiment sur un système où la confiance repose sur de la tech, sur du code. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais du coup, tu n'as pas peur qu'avec la DICO, parce que déjà une ICO, c'est un peu une campagne électorale, qui est en train d'expliquer en permanence sur Telegram, sur plein de contacts, tu n'as pas peur qu'on soit une sorte de campagne électorale en permanence quand tu es dans ton projet, parce que tu vas devoir justifier finalement le moindre investissement. Ah ouais, mais c'est bien. Justement, il y a de la transparence, il y a du management.
Il y a vraiment plein de trucs qui vont entrer en jeu et ça va plus être juste ok, on a récupéré 200 millions, maintenant je m'en fous, je fais ce que je veux et si je sors pas les projets avant 5-6 ans, c'est pas grave. Donc je pense qu'il y a vraiment cet aspect incitation économique qui est hyper important et qui va permettre de faire avancer les choses. Qu'est-ce qui finance des projets et qui met, je sais pas, 10 euros, 1000 euros ou 100 000 euros s'il n'y a pas d'information derrière sur le projet? Il y a toujours de l'information, mais des fois l'information est fausse. Des fois elle est mauvaise, des fois ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Et c'est vraiment ça l'intérêt de la DAICO, c'est de pouvoir faire en sorte, ok les gars, vous avez dit quelque chose, si vous ne le respectez pas, punition. Punition financière, punition parce qu'on ne vous laisserait pas faire ce que vous voulez, et si vous faites vraiment n'importe quoi, hop, on arrête tout. Et on récupère tout notre argent. Et après, on peut peut-être imaginer qu'il y a plusieurs... ça ressemble un peu à un pacte actionnaire, en fait. C'est au début, les investisseurs disent, on veut, enfin non, plutôt les porteurs de projet disent, on met en place telle règle. Ouais. Sauf que d'un côté... Bien sûr, sauf que d'un côté, c'est des contrats écrits qui doivent être fait respecter par le régulateur. Là, c'est le code informatique qui décide tout ça, qui l'automatise. Sur la base de des spécifications fonctionnelles, et puis après tu développes en code. C'est bien écrit. C'est les qui parlent d'abord, qui se mettent d'accord. Qui se mettent d'accord. Après, tout à chacun peut visualiser le code de l'ICO qui est en open source et dire ok, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et d'investir ou non dans l'ICO. Voilà. Quel est concrètement aujourd'hui le statut du Bitcoin au sens originel du terme? Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est un actif financier? Est-ce que c'est... Non. Est-ce que légalement, on peut penser qu'en 2018, il serait possible d'utiliser véritablement le Bitcoin comme une monnaie universelle de la façon qu'on utilise l'euro, par exemple? Parce que là, on parle de monnaie à chaque fois qui est liée à un service ou à un produit, donc c'est en quelque sorte des monnaies locales. Est-ce qu'on peut vraiment penser à une utilisation concrète, de dire, voilà... Très difficilement. Pour les mêmes raisons en fait, que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect très responsabilisant du Bitcoin. Si on perd ses Bitcoins, c'est mort. Et par l'aspect, c'est très difficile de faire des emprunts. Par contre, on peut très bien penser à un système, parce qu'on dit que Bitcoin c'est supranational. Si je veux envoyer des Bitcoins aux États-Unis, personne ne m'empêchera, c'est quasiment gratuit, etc. Donc pour plein d'applications du style transfert entre différentes zones économiques, B2B, commerce international, ça a vraiment des applications extra. Aussi pour tout ce qui est réserve de valeur. On le sait, Bitcoin a 21 millions, on n'aura jamais plus. La création monétaire, elle est prévue, contrôlée, et ça peut servir de vraies réserves de valeur dans des pays où il y a de l'hyperinflation. Donc en tant que monnaie de tous les jours que tout le monde utiliserait, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui. Très très compliqué. Oui? Comment se fait-il qu'il n'y a jamais de présentation de valeur du token pour les ICO? Je sais qu'il manquait d'un cadre jusqu'à ce que le livre de CryptoAsset peut sortir le vendre. Depuis même la sortie du livre, jamais on a une société qui a présenté la façon dont il valorise le token. Jamais. La façon dont, à la base, ils valorisent le token pour l'ICO, de dire vous... Après, la valorisation du token, je pense qu'elle passe par la façon dont ils expliquent quelle valeur ils vont créer en tant que service dans leur white paper. Ils disent, ok, on va faire ça, on va offrir tel service, et nous, on pense que tel service, ça vaut ça lors de l'ICO. Après, c'est vrai que c'est très personnel. Mais c'est très personnel, voilà. Mais après, il y a quelque chose qui est assez intéressant, et que j'ai pas voulu mettre dans la présentation parce que c'est encore un peu complexe, mais je pense que ça peut en intéresser vraiment certains, voire tout le monde. Aujourd'hui, il y a un problème en avance de phase de l'ICO, c'est de dire est-ce qu'on va caper l'ICO ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire il y a 100 millions, on va recueillir 100 millions d'euros max, ou est-ce qu'on va juste laisser couler, on verra bien combien les gens investiront. Ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème, pourquoi? Parce que quand c'est capé, vous avez un rush au tout début de l'ICO, parce que tout le monde a peur de ne pas pouvoir avoir accès au token. Ça pose des problèmes en termes de saturation de la blockchain, et ça pose des problèmes parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir le token. Si par contre, vous avez quelque chose qui n'est pas capé, le problème, c'est que si vous investissez tout au début, vous n'allez pas savoir quelle est la capitalisation maximale de l'ICO, et donc vous n'allez pas savoir à quel point la valeur de votre token va être diluée. Deux problèmes. Ce qu'a fait Vitalik Buterin, encore lui, celui qui a proposé la DAICO, c'est qu'il a proposé un système d'enchères. Il a dit, ok, vous voulez investir dans une ICO, ce qu'on vous propose, c'est un système d'enchères où vous allez dire, moi j'investis, imaginons, 5 Ethers, si et seulement si la market cap est inférieure à 100 millions. Si la market cap atteint 100 millions, automatiquement, tac,
je retire, le smart contract retire mon enchère. Et ça permet vraiment d'avoir le contrôle sur du coup ce qu'on attend du projet, sur la façon dont on souhaite investir nos fonds. Donc si on met en place et ce système d'enchères en avance de phase de l'ICO et le système de DICO qui permettra de gérer la gouvernance, les investissements dans les projets et redonner du pouvoir à l'utilisateur, on a quelque chose d'extrêmement sain et d'extrêmement intéressant. Oui. J'ai une question sur le revue de test et les critères de différenciation utilité token et sécurité. Donc voilà, comme je l'avais dit, 2018, ça sera l'année de la réglementation française. Du coup, j'imagine que les critères français seront différents de ceux je pense, oui. Mais est-ce que vous pensez est-ce que ça sera significativement différent ou sensiblement différent? Honnêtement, j'ai jamais traîné dans les bureaux de l'AMF, je pourrais pas vous donner d'indication là-dessus. Après, pour moi, c'est dommage de différencier ces deux types de tokens et de mettre du coup une régulation différente, parce que comme vous l'avez vu, pour les security tokens, on a une réglementation qui est beaucoup plus stricte. Tout le monde ne peut pas investir dans ces tokens, tous les exchanges ne peuvent pas les lister, donc c'est très restrictif. Et c'est assez dommage pour une technologie qui était aussi ouverte que celle des ICO. Je pense surtout qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle façon de concevoir l'économie et la finance. De pouvoir remplacer toute action, obligation au titre financier par un token qui serait déjà librement échangeable entre nous, qui soit sécurisé par une technologie décentralisée comme la blockchain. Enfin, c'est vraiment ça peut être quelque chose de totalement énorme. Et donc on espère vraiment que le régulateur, que nos représentants fourniront une régulation qui favorise l'innovation et qui aille dans ce sens-là. Je pense que c'est hyper important. Oui, monsieur? J'ai deux questions. Alors, comme je suis venu à la fin, peut-être que vous avez déjà répondu, mais quand il y a une ICO, est-ce qu'on est obligé de payer? Enfin, vous avez dit après, on paye en Ether. Est-ce qu'il faut avoir de l'Ethereum d'abord, ou est-ce qu'on peut payer en monnaie fiat? En fait, ma question c'est, j'avais entendu parler ici que beaucoup de gens certaines personnes qui faisaient sur les ICO, c'était un peu des gens qui avaient beaucoup d'Ether, des baleines, etc. Pas du tout. Et du coup qui diversifiaient plutôt que de rester en Bitcoin ou en Ether, d'acheter des tokens ICO. Donc, ma première question, c'était ça. Et la deuxième question, c'est, à partir du moment où vous dites que le token, ça devient un jeton spéculatif, c'est pas l'usage qui fait la valeur, mais la spéculation, est-ce qu'ensuite, il y a un second marché des tokens? Est-ce que il y a une bourse, et c'est transparent, et c'est centralisé, pour qu'on puisse voir l'évolution de ça bien sûr. Alors, votre première question, c'est est-ce qu'il faut des monnaies, des cryptos pour accéder aux ICO? Non, parce que si vous venez ici, vous venez de votre carte bleue, vous achetez 200 € d'Ether, hop, vous pouvez participer très facilement à l'ICO. Donc la conversion, l'accès est relativement simple. Votre deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un marché secondaire des tokens ICO? C'est ça? Ouais. L'idée, le but principal d'un projet ICO, c'est de pouvoir trouver un exchange qui va lister le token, donc qui va pouvoir favoriser. Par rapport aux ICO, sur la blockchain Komodo, ils font des petits ICO, des ICO décentralisés, justement pour éviter les baleines qui prennent plus. D'accord. Est-ce que vous avez vu ça? Je n'avais pas connaissance de ça, mais. D'accord, je m'en renseignerai, mais si vous voulez nous en parler, n'hésitez pas. Super. Monsieur? Quelle est la fiscalité à titre individuel ou entreprise? Si j'investis dans du token en début d'année, je fais 50 000 € de profit. Quelle est la fiscalité d'entreprise? Elle est terrible. Elle est terrible, la fiscalité. Aujourd'hui, on a une des fiscalités les plus dures d'Europe. Aujourd'hui, si vous faites une plus-value sur un cryptoactif, vous devez payer 66,5% d'impôts sur votre plus-value, ce qu'on appelle le régime BNC, bénéfices non commerciaux. Mais heureusement, il y a un cabinet d'avocats qui dernièrement a demandé un recours et éventuellement, je crois que c'est le Conseil d'État, devrait se prononcer en avril pour une fiscalité qui soit du coup beaucoup plus juste, qui soit autour de 30 et quelques %, ce qui nous permettrait de nous aligner par rapport aux autres pays d'Europe. Donc à suivre de très près, mais je pense que ça devrait changer rapidement. Pour une entreprise, si je l'investis via une entreprise? Pour une entreprise, j'en ai pas forcément connaissance. Voilà, je ne pourrais pas vous dire. Je peux revenir sur votre outil à faire plusieurs exchanges, bourses. Oui. Est-ce que, par exemple, le bitcoin sur deux bourses, c'est des bitcoins qui sont fongibles? C'est-à-dire que c'est les mêmes bitcoins. Est-ce que je peux acheter un bitcoin sur une bourse et je peux vendre à découvert sur une autre bourse? Et en fait, c'est la même chose. Et donc, réaliser l'arbitrage. Oui, vous pouvez réaliser un arbitrage. Bien sûr, il y en a plein qui font ça d'ailleurs. Par exemple, on avait des clients ici qui étaient de Corée du Sud
et qui achetaient des Ethereum ici, 30% moins cher, et qui les revendait 30% plus cher sur Bithumb, qui est une plateforme coréenne. Oui, c'est totalement possible. Totalement. Monsieur? Bonjour, tu fais référence à la décision du Conseil d'État sur Ouais. les bitcoins et les cryptoactifs, mais la décision serait rétroactive, et ensuite il faut calculer toutes les plus-values depuis les achats, pas que cette année. Ouais. C'est pas forcément si intéressant que ça en fait, de voir en fait, c'est-à-dire que ça va être moins cher qu'un micro-BNC pour l'instant, s'il faudrait courir pour faire la déclaration de cette année et cacher toutes ces plus-values. Donc à part courir avec un cabinet d'experts comptables, il ne va pas courir comment ça peut être. Ah mais ça va être d'une complexité sans nom, bien sûr. En fait, on va être dans une cul-de-sac, il n'y aura pas de réponse. Après, je pense que le régulateur n'a pas forcément conscience de la difficulté et de la complexité de ce qu'un trader ou d'un investisseur classique peut faire. Dans le sens où souvent, quand on fait un petit peu de trading, mais sur 4-5 plateformes en même temps, on fait des dizaines de trades par jour. Les bitcoins nous obtenus de diverses plateformes, notamment des fois de local bitcoin où il n'y a aucune traçabilité. C'est un casse-tête sans nom de pouvoir retrouver à chaque fois d'où vient le trade, d'où vient les bitcoins, quelle a été la plus-value sur telle opération. Honnêtement, c'est pas mon job, mais je pense qu'en effet que ça va être un enfer. Un enfer. Comment on reconnaît une bonne SEO dans ce cas? Compliqué. C'est compliqué. Déjà, on va dire, si vous avez les porteurs de projets, est-ce qu'ils ont déjà un nom dans l'univers crypto? Est-ce qu'ils ont déjà réalisé des projets? Les advisors, donc les conseillers, est-ce que c'est des gens également qui sont connus? Est-ce que il y a du code sur GitHub? Donc c'est une plateforme où on peut déposer donc les différents codes informatiques, les différentes améliorations sur le projet. Si vous avez une plateforme avec une ICO avec un site internet magnifique et quand vous allez sur GitHub, vous allez zéro commit, fuyez, littéralement. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et notamment ce que je pense que je viens d'énoncer. Est-ce que vous faites confiance aux sites de rating? C'est des sites de rating, je crois, qui sont pour la plupart payés quand même pour réaliser ces ICO. Il y a un adage de la communauté Bitcoin, c'est Don't trust, verify and do your own research. Vraiment, la meilleure information que vous pourrez tirer, c'est celle l'avis que vous ferez vous-même en faisant le plus de recherches possible, même si ça prend un temps fou. C'est hyper intéressant et au moins vous serez sûr que votre information sera la vôtre et que vous investirez selon ce que vous pensez. Et dans les critères que tu établis, là, tu parles justement de qui, un track record. En fait. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la question du critère de la localisation, c'est-à-dire où est-ce que la société finalement va être hébergée? Oui. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont Malte, Liechtenstein, Luxembourg. Même les exotiques encore. Ah oui, bien sûr. Du coup, est-ce que ça, c'est pas aussi un critère Pas nécessairement, parce que ces sociétés peuvent déjà tout simplement, par exemple Binance, qui est à Malte, et qui est une entreprise très sérieuse. C'est juste que fiscalement, dans certains pays, c'est juste injouable. Donc je pense qu'il y a certaines ICO qui ne sont pas forcément douteuses, mais qui ont juste envie d'être hébergées dans un pays où la fiscalité pourrait leur permettre de sortir des fonds sans se faire assassiner. Mais en effet, je pense qu'il faut regarder quand même aussi un petit peu. C'est vrai. Pour une dernière question? Oui? Si je fais une SEO en France et que je veux convertir les Ethers Bitcoin levés en fiat, oui. Est-ce que je peux facilement ouvrir un compte bancaire d'entreprise en France? En France, c'est compliqué. Nous, par exemple, on a un compte bancaire en Allemagne. Parce qu'on a fait toute la place pour avoir une banque et c'était impossible. On s'est fait claquer la porte au nez alors que quand même on a un service réglementaire, etc. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez travailler avec une banque et que vous bossez dans les cryptos, il vous faut déjà un KYC béton, savoir qui sont tous vos investisseurs, et c'est encore très compliqué. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que d'avoir un agrément, donc qui est une régulation, ça pourrait permettre de faire en sorte que les institutions financières, les banques, puissent avoir confiance en nous, avoir confiance dans les acteurs sérieux, ceux qui font bien leur job. Et c'est comme ça aussi que ça se passera, le développement de l'écosystème blockchain et Bitcoin, c'est avec de la confiance commune. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci, et puis à mardi prochain sur le Lightning Media.